Bonsoir à tous. On est aujourd'hui heureux d'accueillir Sébastien Chaperon. Donc Sébastien Chaperon, avec ses deux associés Alexandre Aviola et André Escobar, a créé son agence il y a une dizaine d'années. Chaperon et Escobar ont fait leurs études ensemble à Fribourg. Et Aviola a fait ses études ici, à l'EPFL. Aviola, de son prénom Alexandre, a par ailleurs été assistant de marchand, donc ce qui donne aussi une forme de tonalité sur la culture typologique, sur la question du logement. Vous allez le voir, je pense que c'est assez évident dans ce projet. Comme pour cette série, notre invité va nous parler d'un projet, un unique projet, du début à la fin, essayer de nous transmettre un peu justement le processus dès la première, des premières idées jusqu'à la fin du chantier. L'agence s'attelle quasi exclusivement à de la transformation. Aujourd'hui, il y a quelques projets en neuf, donc c'est un peu un travail à l'envers, c'est-à-dire que d'habitude, on commence par du neuf, puis on accède à la transformation. Ici, c'est l'inverse. Donc, c'est intéressant parce que c'est aussi une formation, je pense. C'est-à-dire que de projet en projet, on construit sa propre trajectoire de concepteur. Et ce projet de transformation est, alors c'est ce que tu vas nous expliquer, hein, mais c'est la transformation d'un immeuble. Moi, je pensais que c'était la transformation, ou plutôt l'extension d'une maison. Donc, il y a toute une question sur les modalités même du projet qui se sont développées le long du projet. Voilà, je pense que c'est un très beau travail d'extérieur, comme ça, un très beau travail typologique. Assez incroyable, puisque moi j'ai d'abord découvert le projet terminé, enfin le plan du projet de l'extension, pour découvrir ensuite le plan de ce que j'appelle la maison initiale. Et on se rend compte en faisant ça que faire de la transformation, c'est d'abord poser un regard. Parce que quand on voit le projet final et qu'on voit l'existant, en fait, on se rend compte qu'en germe, des qualités que vous n'auriez peut-être pas vu, que d'autres architectes auraient décelé ailleurs. Ici, c'est vraiment une manière de regarder l'existant qui a permis de développer un projet très singulier, très, très, très composé, très beau. Merci. Bonsoir à tous, on vous remercie de nous accueillir. On est un petit bureau fribourgeois, petit bureau qui est né maintenant il y a 10 ans. Peut-être juste pour préciser, en fait, on s'est rencontrés avec un de mes collaborateurs, avec un de mes associés, André Escobar, sur les bancs de l'école à Fribourg. Et on avait fait quelques premiers concours, on va dire, en dehors de nos travaux de collaborateurs auprès d'autres bureaux. On avait récolté quelques prix. Et puis, on s'est rencontrés par après avec Alexandre Aviola au sein du bureau Dreyer Frenzel, chez qui on a travaillé sur l'écoquartier Jonction. Et là, on a aussi fait quelques petits concours à côté, où on a aussi réussi à se primer. Et l'un dans l'autre, on s'est dit, voilà, maintenant, c'est peut-être l'idée de créer notre propre bureau, d'autant plus qu'on faisait ça un peu de manière, je ne sais pas comment dire ça, on n'avait pas forcément demandé la permission, si vous voulez, à nos employeurs. Donc on s'est dit, maintenant, c'est le moment d'y aller. Donc on a créé notre bureau en 2014. Et le projet qui nous intéresse ici, c'est un projet pour nous qui est très particulier. La genèse du projet, en fait, c'est assez simple. Je cherchais un appartement depuis assez longtemps sur la ville de Fribourg. On ne trouvait pas parce qu'il n'y avait pas d'appartement qui était assez grand. Et on a décidé, en fait, en tant que bureau et moi-même, en fait, de faire une autopromotion. C'est-à-dire qu'on s'est mis à la recherche d'une parcelle, d'un bien à vendre qui était très compliqué,
Pourquoi très compliqué? Parce que simplement avec les budgets qu'on avait, on ne pouvait pas se payer des parcelles que d'autres promoteurs pourraient simplement acquérir facilement. Donc on a cherché les pires parcelles sur la ville de Fribourg, les pires parcelles qui étaient liées à des règlements extrêmement contraignants, à des limites compliquées à bâtir, etc., dans l'idée aussi de pouvoir travailler une typologie qui serait le résultat aussi de ces contraintes très spécifiques. Et on a donc acquis le bien. On a fait ça de manière complètement dilettante, si on veut. On nous a dit, vous pouvez l'acquérir, le propriétaire n'arrivait pas à le vendre. Il nous a dit, je vous laisse une année pour pouvoir bénéficier d'une vente à terme et vous pouvez mettre à l'enquête un projet, essayer. Moi, il m'a dit assez clairement, moi j'arrive de toute façon pas à le vendre, essayez. Et il m'a dit par contre, vous avez interdiction de visiter le bâtiment, vous avez interdiction de faire des sondages, vous l'achèterez si tout se passe bien à la fin. Pour nous, rétroactivement, on ne le ferait plus jamais. C'était véritablement une idée de jeunesse, on va dire. Et on s'est donc attelé en fait, à densifier cette parcelle dans l'idée d'y construire des appartements. La parcelle, elle se situe en fait, je ne sais pas si vous connaissez Fribourg, mais elle se situe au fond du boulevard de Pérols, respectivement le point rouge qui est là. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est à la lisière en fait, entre l'ancienne partie industrielle du plateau de Pérols. Actuellement, il n'y a plus de traces en fait, de ce bâti industriel parce qu'il y a toutes les hautes écoles que vous voyez ici et les universités qui ont bâti sur cette tête de plateau. Et nous, on se situe en fait un peu à cette lisière dans un quartier où il y avait spécifiquement plutôt des anciennes maisons de maîtres, enfin c'est relatif, c'est des maisons de maîtres fribourgeoises si on veut dire, mais c'était un contexte assez protégé qui était en cours de changement de règlement. Nous, ce qu'on a vu tout de suite, c'est on a vu une forme de parcelle très particulière, une limite à la forêt qui est inscrite ici en vert, que vous voyez, et une sorte d'allée qui permet d'accéder à une sorte de raie inférieure de la maison qui était déjà là. Et il y a quelques arbres qui sont des arbres majeurs. On a sur la parcelle ici en bas à gauche, on a un érable centenaire qui fait 25 mètres de haut à peu près, qui est assez extraordinaire. Quand on s'est dit, on a vu un peu ce contexte, on s'est dit oui, ça c'est effectivement quelque chose où personne va trop essayer de nous concurrencer, on peut essayer et vraisemblablement on aura le temps de le faire. On avait quand même toujours une contrainte, c'est que le propriétaire, il avait le droit, en fait, en tout temps, de nous arrêter s'il pouvait vendre sa parcelle. On avait une clause qui le préconisait. Et puis l'autre chose, peut-être juste pour dire, je n'ai pas parlé trop de chiffres, mais si on n'arrivait pas à mettre à l'enquête quelque chose une année après l'achat à terme, on devait payer une pénalité de 250 000 francs. Ce qu'on ferait non plus maintenant avec un peu plus de cheveux gris. Donc on y est allé, on a ce bâti. Nous, en fait, notre première idée, parce que je vais essayer d'être vraiment didactique et puis d'expliquer comment on est arrivé, comment on a fait ce chemin. Ce que peu de personnes sont au courant, que notre premier projet n'était pas une transformation, ou était plutôt une volonté de reprendre, de travailler avec le parcellaire existant. Ce qu'on voulait, c'était détruire la maison de base et de se servir de la fouille pour pouvoir parquer les inévitables voitures, ces choses-là, en fait, sous le bâtiment, pour pouvoir profiter du règlement. Et ça, c'était notre premier ouvrage, si on veut.
où on s'est dit, un peu comme des jeunes architectes, on est super content de pouvoir s'amuser avec une typologie, de travailler les matériaux un peu dont on a envie. On avait une démarche à ce moment-là qui était plutôt non contextuelle. On allait poser, entre guillemets, un immeuble de 4 étages dans un quartier. On avait le droit, c'était encore en zone de ville à ce moment-là, on pouvait le faire. Et puis, comme on était à ce moment-là aussi autopromoteur, on s'était dit on avait aussi un risque. Il fallait trouver un moyen de faire une typologie respectivement de 5 pièces et demie, 6 pièces, et une autre typologie qui nous permettait de compléter finalement un autre type d'appartement plus petit, de 4 pièces, qui nous permettait aussi d'asseoir la partie financière du projet. Sur ce premier projet, mine de rien, quand on le regarde, il y avait quand même des enseignements qui étaient assez intéressants. C'est qu'on s'était dit assez rapidement, on va devoir travailler sans circulation. On va devoir essayer de distribuer des espaces les uns après les autres, les uns par les autres. Et puis, parce qu'on avait travaillé aussi sur certaines typologies un peu qui étaient ressemblantes dans d'anciens bureaux, on avait aussi une certaine volonté de l'augmenter. Ce qu'on a fait ici, c'est en travaillant une idée d'enfilade déjà sur la façade, qui nous permettait une certaine flexibilité, des possibles manières de l'habiter finalement assez libres, qui nous paraissait assez chouette de mettre ça sur le marché parce qu'on voulait éviter des plans qui sont trop figés avec une zone jour, une zone nuit. On voulait justement se laisser libre. Donc on avait ce premier projet où on avait quand même travaillé la coupe de manière assez spécifique. On avait une façon de split level avec une rampe. On avait des grands balcons qui sortaient de la limite constructive. On avait aussi remarqué cette capacité de la parcelle, par son règlement, en fait, de créer une sorte de figure de proue sur le bas du bâtiment ici. Et on est allé voir les services de la ville de Fribourg. On a eu l'autorisation de la ville pour déposer ce projet à l'enquête. Et on a eu tout d'un coup un volte-face en fait, du canton qui nous a dit « Non, ça, on ne peut pas, parce que vous surinterprétez l'alignement, la distance à la forêt, ce que vous conservez au sous-sol, parce qu'on conservait une partie du sous-sol existant, n'est pas suffisant pour qu'on puisse vous l'autoriser. » On était assez surpris, assez désarçonnés. Il nous restait grosso modo 3 mois pour pouvoir déposer un nouveau projet avant de se prendre une pénalité qu'on aurait du mal à rembourser. Et on est donc reparti sur cette base, probablement qu'elle nous a servi, vers un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est faire avec l'existant. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on s'est dit après, il faut le faire autrement. Et ça donne lieu, en fait, à ce bâtiment qui est assez particulier, qu'on a mis en place, qu'on a développé. Donc on a dû aller effectivement très très vite. On a eu 2 mois, grosso modo, pour faire ça. Et puis, on s'est dit, maintenant, il faut travailler avec l'existant, donc il faut repasser dans un mode qui est plus contextuel. On a donc repris simplement le contexte. Un quartier de maison de maître, protéiforme, dont la volumétrie résulte tant de la typologie que des transformations successives, une sorte d'agglutinement de pièces qui sont rectangulaires, dont la construction est massive en général, et l'expression minérale rehaussée d'éléments de décor. Ça, c'est un élément que vous retrouvez maintenant même dans le règlement nouveau qui a été posé sur ce quartier. Ça, c'était notre petite analyse. Pour le faire, on est reparti de zéro. On est allé sur le site. On a regardé les différents types de bâtis qui étaient là. On a regardé aussi les plans. Et surtout, on a fait une petite collection en fait, des volumétries qui étaient autour de notre bâtiment.
sachant que maintenant on allait avoir des autres contraintes et puis qu'il fallait composer avec l'existant. Donc une fois le stress plus ou moins redescendu, on a attaqué l'existant, on s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait conserver, quelles sont les contraintes, les opportunités et comment prolonger. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que notre opération soit rentable, c'était quand même le but d'une certaine manière, on avait quand même une contrainte, c'est qu'il fallait densifier de manière assez conséquente. Je vais vous montrer ça par après. On a refait des schémas. Moi ici j'ai décidé, on a un petit bureau, on n'a pas voulu refaire plein de schémas tout propres. En fait, on a pris mon carnet de croquis, on a passé ces croquis-là, ils ont le mérite d'être 100% vrais. Et la chose en fait qu'on a fait, c'est assez simple. On s'est dit, on a le bâti existant, on a le règlement parcellaire, la distance à la limite, qui nous donnait une façon de trapèze qui pouvait chevaucher le bâti existant. Chevaucher, donc surélever, et aussi étendre. Sur ce principe-là, on s'est dit encore, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On construit avec très peu de budget, je vais y revenir après. Il faut qu'on essaie de conserver les circulations, il faut qu'on essaie de conserver les entrées, il faut qu'on fasse le moins de dégâts, le moins d'interventions sur la structure de la maison. Donc, ce schéma-là nous a permis d'identifier des choses qui sont toujours en fait dans le projet visible maintenant. C'est typiquement le chevauchement imparfait, si on veut, du bâti existant et du potentiel à bâtir nous permettait de donner des balcons. On n'avait pas le choix, il fallait se poser en retrait. Donc ça, c'était quelque chose qui était pour nous assez chouette. Tiens, un appartement va avoir 2 balcons qui jouiraient d'une orientation est-ouest, parce que l'orientation principale est est-ouest, le nord est ici en haut. Ce qu'on s'est dit encore, c'est on va tout tenter de garder, on va rester sur cette limite avec l'entrée, l'adresse, si on veut, de la maison, qui est sur le chemin des Fougères, qui est la petite entrée qui était couverte d'un avant-toit avec un petit emmarchement, quelque chose qui était assez classique finalement dans ce quartier. Donc, on y allait comme ça. On a remarqué que la partie avant, qui était respectivement une sorte de bow window, allait probablement subir les aléas de la transformation. Il fallait bien qu'on puisse venir se coller là contre. Ça, c'était un peu les prémices. Après, on a eu un gros choc, il est arrivé assez rapidement. On s'est posé la question, comment formaliser une chose pareille ? On a eu quelques cours sur la transformation, quand on a étudié, c'était il y a quand même un certain temps. On était plutôt habitué à des plus petites interventions, des sortes de boîtes qui viennent se greffer sur des bâtiments existants, où on arrive à faire contraster, dialoguer 2 architectures. Nous, on s'est dit, oulala, comment on va faire ? On doit rajouter énormément de mètres cubes là-dessus. Pour nous, c'était un peu la première question. Est-ce qu'on va réussir à faire dialoguer 2 entités qui vont former un tout à la fin ? Est-ce qu'on doit rupter entre l'existant et le nouveau ? Est-ce qu'on doit créer une interface ? On s'est posé à un certain moment une question, est-ce qu'on mettait les balcons en fait entre le nouveau et l'existant ? Ça nous crée quand même une problématique, étant donné qu'on passait par-dessus le bâtiment existant, c'était pas évident. Et puis après on s'est dit, ok, on va essayer de faire autrement. On a quand même aussi des contraintes thermiques à respecter sur le bâtiment existant qui n'était pas isolé. Donc on est arrivé sur une idée qu'on a empruntée à la chimie, un peu surinterprétée aussi. Donc l'idée de phagocyter finalement ce bâti, dans l'idée de le neutraliser en l'absorbant. On a trouvé quelques pistes qui nous disaient aussi que même dans la phagocytation, il pouvait avoir un reste qui pouvait subsister quelque part dans les cellules. On se disait, ouais, ça c'est peut-être la mémoire du bâti qu'on va retrouver. Voilà. Donc finalement, on s'est dit, avec ça, on pourrait
faire d'une pierre deux coups, assainir le bâtiment de manière énergétique, qui n'était pas notre but à la base, puisqu'on ne voulait pas le conserver, et de créer un nouveau tout, prolonger la substance. Après, on avait une autre problématique, c'était que le bâtiment existant, qui date des années 30, il était composé en fait de deux parties. Il y a une partie qui a déjà été étendue dans les années 60, et puis il a surtout été terriblement maltraité dans les années 90 avec des coloris, des matériaux improbables, des choses qui étaient assez terribles, de tel point que, pour être honnête, de toute façon, on n'avait pas le droit de faire de photos. On ne s'est même pas tellement intéressé en fait, à la qualité que ce bâtiment avait, parce qu'il en avait malheureusement plus tellement. Ça, c'est ce qu'on a cru un peu au début. Et en fait, en commençant à travailler le plan, on a remarqué que l'existant pouvait nous donner un début. Il avait toutes ces circulations au nord, il avait quelque chose qui pouvait être prolongé. Après, la question, c'était comment ? Les autres choses qu'on met en place toujours quand on travaille sur la transformation, on essaye quand même au début de ne pas forcément regarder tout le bâtiment qu'on va transformer dans ses moindres détails, parce que moi j'ai l'impression que le regarder de manière très spécifique, très constructive, pour moi c'est plutôt un embêtement. On sait qu'on va avoir plein de problèmes de tolérance, de choses qui doivent être à régler. Donc on essaye plutôt d'identifier les premières contraintes et après on essaye de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir prolonger, quelles sont ce qu'on appelle chez nous les lignes de force, qui sont souvent en fait des interfaces constructives, des endroits où c'est qu'on va devoir régler la manière de construire pour pouvoir justement reprendre ces tolérances. Donc en fait ça nous a donné le premier schéma qui nous posait grosso modo la structure de la partie supérieure à peu près sur rien, à part sur quelques murs. On devait quand même rajouter 2 étages là-dessus, c'était une contrainte, on s'est dit, ouh là, attention, on ne peut pas trop se permettre des renforts structurels super importants. Et après, on a identifié respectivement les lignes de façade qui nous intéressaient et celles où on pensait avoir des gros soucis. Ce qui est assez drôle, c'est que ces lignes, elles nous ont poursuivis jusqu'à la fin du projet. Respectivement, on a une ligne de socle, la première que vous avez en bas, qui est une partie qu'on pouvait prolonger, où c'est qu'on allait devoir intervenir. On avait une partie supérieure, là où on allait créer les terrasses, où justement, une fois qu'on avait enlevé la charpente existante, déposé la charpente, on allait devoir étancher, créer des choses assez... on avait des problèmes techniques assez importants à résoudre. Donc ça nous a donné, entre guillemets, cette règle, sachant qu'on allait avoir la dernière, une volonté de faire un toit terrasse, un acrotère, une sortie en toiture. À partir de là, on a pu poser notre concept définitif. On ferait un immeuble qui serait quelque part entre une maison de maître et une villa urbaine. C'était notre piste de travail. Après, on travaille encore un petit peu différemment. On a, comme vous avez entendu au départ, un bagage assez sérieux du côté d'un de mes associés au niveau de la théorie d'architecture. On a, chez mon autre associé et moi-même, une facilité à travailler de manière extrêmement instinctive. Et on travaille très souvent en fait avec un panneau synoptique, avec des références qui vont nous suivre, qui nous accompagnent des fois seulement sur un bout du projet ou qui vont jusqu'à la fin. Des références qu'on n'a pas forcément de peine à malmener ou à contredire. On les prend simplement avec. Ces références-là, c'est, si je commence par le bas, vous avez le début du quartier de Pérols, du côté de la gare, dont les appartements ont été construits sur un principe qu'on peut, on peut assimiler à un plan neutre, c'est-à-dire on a grosso modo toujours des pièces qui oscillent entre 15-20 mètres carrés, dans lesquelles on peut poser à peu près toutes les fonctions qu'on souhaite.
Ça, on l'a trouvé assez chouette. C'était une idée qu'on avait dès le départ. On a pris. On a après des références qui restaient avec nous depuis un peu plus longtemps. On avait la maison sans qualité à Ungers. On avait une idée de porte en enfilade chez Wittgenstein. Il faut aussi dire que dans ces plans neutres du début de Pérol, on a souvent une pièce ou deux pièces qui sont distribuées en enfilade. Et puis les deux dernières références, c'est le fameux appareil à soufflet qui allait nous accompagner assez longtemps et une sculpture de Rachel Whiteread qui nous intéressait à ce moment-là aussi pour des questions plastiques. La typologie. On souhaitait travailler une typologie qui était permissive, qui n'était pas figée. On a donc travaillé une grappe de pièces distribuées en double enfilade. Notre idée, c'était que on ne voulait rien intégrer, on ne souhaitait pas cacher de l'ameublement, on voulait prendre un peu un contre-pied d'une certaine manière de la maison sans qualité, où finalement les épaisseurs permettent de cacher toutes les choses. On voulait travailler en fait le meuble, parce qu'on considère que dans l'architecture, le meuble est aussi une partie extrêmement importante. Il permet de donner de la domesticité, il permet de s'approprier des espaces, de changer leur fonction. Et c'était un peu notre canevas. Et puis l'autre chose, c'est le caractère traversant. En fait, ce qu'on trouvait assez chouette, c'est évidemment en tant qu'architecte, c'est super de travailler avec des enfilades. Ce qu'on a remarqué, c'est plutôt aussi le potentiel super intéressant de l'angle pour pouvoir meubler et puis pour pouvoir donner de la domesticité. D'autant plus qu'on a un système qui est distribué en enfilade, mais qui ne fonctionne pas symétriquement, ce qui nous permet en fait d'avoir des pans de mur qui sont variables. À partir de là, un soir, il y a une esquisse assez basique qui a été faite. Je ne dessine pas super bien, mais l'esquisse m'a plu. Je me suis posé la question de comment je pouvais travailler sur la partie haute, respectivement les deux étages qu'on allait surélever, et la partie basse. Alors, on a commencé par la partie haute et le côté réglementaire. Comment s'inscrire dans une surface à construire trapézoïde. On a remarqué que la façon de Redan était une façon qui était assez connue depuis les années 30. Ça fonctionne très bien. On était assez content avec cette idée de pouvoir faire une fois des Redan en tant qu'architecte. Mais surtout, on a remarqué que c'était une manière assez simple de prolonger la lecture contextuelle qu'on avait faite. Donc, on a une double enfilade de pièces et cette double enfilade qui doit trouver une manière pour être prise par l'existant. Après, vous voyez encore ici une des choses qu'on avait résolues sur l'existant. On avait une ancienne latrine qui était, c'est ce que vous voyez en dessus de l'escalier. L'ancienne latrine de la maison des années 30, en fait, on s'est dit, là, on va pouvoir l'utiliser pour caser l'ascenseur. Donc, sur ce postulat, on s'est dit, OK, c'est super, on était très content du plan directement. On s'est dit, la problématique, c'est que notre cahier des charges, c'est de pouvoir après vendre ces appartements et trouver des gens qui vont pouvoir s'y projeter. Parce que c'est deux choses qui sont différentes, l'architecture, mais aussi la destination de l'architecture. Et là, on a donc travaillé encore un schéma pour se dire où c'est qu'on va pouvoir positionner les chambres et où c'est qu'on va mettre les points fixes, les pièces d'eau. On est arrivé assez rapidement sur ce système qui nous permettait, en fait, de manière assez simple, si je peux dire ça comme ça, en fait, d'avoir une sorte de grand couloir
à vivre qui, par le truchement d'une pièce de distribution, une sorte de boudoir qu'on pouvait utiliser pour des activités annexes comme bibliothèque, pièces à musique, etc. On pouvait irriguer en fait des chambres qui seraient sur la partie est. On a orienté les choses, enfin le plan de cette manière parce que simplement de ce côté-là, on avait la lumière de l'ouest, donc on a les pièces à vivre qui bénéficient de cet ensoleillement, de cette orientation. Après, ce qu'on a vu tout de suite, c'est que le potentiel des enfilades nous permettait de tout distribuer de manière très simple, et puis qu'il se cachait ici, pour reprendre une ligne structurelle, un potentiel d'avoir deux petits espaces qui pourraient servir de WC, de douche, des choses qui n'avaient pas besoin forcément de participer au plan. On avait quand même un souci. On s'est beaucoup disputé au bureau par rapport à la question de cette salle de bain, c'est assez drôle pour distribuer deux chambres. Peut-on vraiment le faire ? On est retombé après sur ces questions d'épaisseur de murs. Est-ce qu'on peut intégrer des WC, des douches dans des armoires, ces choses-là? On s'est rendu compte assez rapidement qu'au niveau de la proportion des espaces, c'était un peu défavorable parce que ça nous laissait des restes, ce qu'on trouvait pas évident. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas une sorte de grande salle de bain à l'italienne, très généreuse, beaucoup plus généreuse qu'une salle de bain qu'on ferait avec un cahier des charges classique, et on va lui permettre aussi de créer une sorte de distribution. À partir de là, on a réussi à figer finalement les points d'eau, qui seraient les seuls points fixes, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on est obligé lorsqu'on les construit, il faut quand même tirer les écoulements, les arrivées, etc. Donc il fallait figer quelque chose. Et à partir de là, on s'est quand même dit, finalement, on ne fige pas grand-chose, on laisse énormément de possibles. Donc, on en vient à la volumétrie, parce que la chose qui était assez extraordinaire, c'est que cette soirée qui a permis de trouver ce petit plan m'a permis aussi de faire vite une petite maquette d'étude. Et cette petite maquette d'étude, c'est cette maquette que vous voyez là. Cette maquette, je l'ai réalisée d'abord avec deux styros différents pour montrer qu'est-ce qui était transformé, qu'est-ce qui était existant. Quelque chose m'a beaucoup embêté là-dedans, parce qu'il y avait quelque chose que je ne voulais pas voir ou quelque chose qui m'empêchait de lire une plasticité de cette forme qui était, pour moi, assez incroyable. Elle avait quelque chose d'assez particulier. Et ce qu'elle permettait, c'était de montrer qu'on pouvait digérer finalement l'existant et le faire appartenir à une forme finale. Là-dedans, on avait nos grandes références de Redan, qu'on trouvait toujours super. On s'est posé plein de questions. Est-ce qu'il faut attaquer les angles du bâtiment pour pouvoir utiliser ces redans ou pas? Les contraintes structurelles qu'on a testées sur notamment le bâti existant, ces parties-là, et des lignes de force et de charge qui sont quand même assez conséquentes, ne nous permettait pas de le faire à coût raisonnable. Donc ça nous a conforté sur notre système de double enfilade. Et l'autre chose, on avait, pour ce volume, ça je dois être assez honnête, j'ai une grande affection pour les monuments architecturaux qui ne sont pas forcément habitables, ou même voir les mausolées. Je trouve que leur plastique est extrêmement intéressante. Et
je suis super intéressé, pas forcément pour la grande façade d'un arc de triomphe, mais plutôt pour sa petite façade, pour la verticalité et l'élégance qu'elle permet d'atteindre. Avec ces choses-là, et avec ce volume, j'avais l'impression qu'on avait trouvé quelque chose. Après, on a eu le problème des enfilades. Parce qu'on a la chance d'avoir un des associés qui connaît très bien les enfilades, les typologies, qui les a étudiées. Le problème qu'on avait, c'est que notre plan en grappe, pour revenir à ça, il n'arrive pas à forcément fonctionner de manière traditionnelle par rapport à une enfilade. Respectivement, on a bien des axes principaux majeurs qu'on arrive à créer dans les deux sens. Mais le truchement de l'existant et de la transformation nous demandait un certain balancement. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on peut s'amuser à faire danser Palladio? On a dit, on trouvait assez chouette de le faire. On a fait des maquettes pour le contrôler. Et on a essayé de chercher justement si on trouvait des références de ce type de balancement, respectivement pour la partie nouvelle qui est sur 4 niveaux, où ce balancement, ce qu'on a remarqué, c'est que ça nous permettait de régler tant la problématique de la façade et les ouvertures qu'on reprenait de l'existant, et de travailler avec une certaine voie médiane pour pouvoir toujours avoir de la lumière au fond de l'enfilade, ce qui nous paraissait super important, d'autant plus qu'on ne pouvait pas attaquer les angles. Donc ça, c'est un peu le principe typologique de ce bâtiment, comment il est né. Ensuite, pour matérialiser cette chose-là, on a fait quelque chose d'assez simple. On allait transformer, on allait assainir thermiquement. Il nous fallait des matériaux, entre guillemets, qu'on peut prolonger, continuer de manière assez simple. La maquette volumétrique et son badigeon de gesso sur le styro nous a conforté sur le fait de travailler avec du crépi, de travailler des enduits, de pouvoir aussi faire fi des tolérances avec ça. On avait un parquet à chevrons. Ce parquet à chevrons, c'est la seule chose qu'on a repris de la maison existante au niveau des matériaux. Il restait un endroit de 6 à 7 mètres carrés où ils avaient réussi à ne pas le recouvrir par d'infâmes choses ou le démonter. Donc, on a retravaillé avec ce matériau aussi parce qu'il avait l'avantage d'ouvrir, d'agrandir les espaces et de faire participer finalement son caractère aux enfilades. Ensuite, on a travaillé avec des sols coulés en bois magnésie. On a travaillé avec des plans de travail qui sont généralement en marbre, j'y reviendrai. Et l'autre chose, finalement, ça c'est la suite logique de tout ce qui s'est fait au niveau du développement de projet. Et il y a eu des réglages. Ces réglages, j'aimerais y revenir. Quand on a l'impression de trouver une bonne idée au bureau, on se fait des captures d'écran qu'on s'envoie aux 2 autres associés assez tardivement. Et ici, vous avez ma capture d'écran au moment où je travaillais sur ce plan. Donc vous voyez, vous avez la succession de pièces, vous avez les prémices de ce qu'on peut, entre guillemets, bricoler avec l'existant, l'ascenseur qui peut être dans les latrines, la cage d'escalier qu'on va garder, la partie qu'on va devoir casser. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est que à ce moment-là, on était encore assez loin du réglage super propre, on avait encore des angles qui se baladaient un peu partout, qui étaient le fruit justement de cette géométrie qui était assez complexe. Donc voilà pour le projet qui nous intéresse. Vous avez donc sa situation en plan, les redans qui sont maintenant réglés de manière géométrique et constructive. Vous voyez les 2 espaces de terrasse qui sont alloués
à l'appartement du deuxième étage. Vous voyez une sortie en toiture, vous voyez le contexte des arbres qui sont grands. Et puis, vous voyez maintenant le système constructif qui a été retenu pour le faire, des éléments bois saturés. Et vous voyez quelque chose qui est assez important par rapport à ce que je vous expliquais avant. Nous, on a tendance à dessiner de manière pas constructive, même nos détails constructifs, si je peux dire. On travaille avec des couleurs pour les types d'isolation, les types de choses, pour pouvoir comprendre là où elles vont devoir se croiser, là où elles vont devoir faire des choses qui sont un peu particulières, comme reprendre des tolérances, ces choses-là. Donc, si on veut, ces espèces de couches qui se déploient, c'est un peu le même genre de couches que vous trouvez aussi avec les corniches qui ont un rôle d'acrotère, qui ont un rôle de reprise d'étanchéité et d'arrêt d'étanchéité. Vous avez un peu toutes ces choses-là. Cet appartement, qui est l'appartement du rez-de-chaussée, donc vous voyez, il est entre guillemets tributaire du système d'en haut et de son propre système à lui, l'existant. Donc on a réussi à trouver une manière d'articuler les choses pour que ça fonctionne. On a ici la chance, d'une certaine manière, dans ces appartements qui sont plus grands. Ça, vous avez 2 appartements qui font 175 mètres carrés et 2 qui font 165, grosso modo. Vous avez donc un mini-sas d'entrée. On a récupéré la ligne structurelle ici, qu'on a dû renforcer quand même un petit peu. Et après, on profite de cette distribution en triple enfilade ici, qui est un peu l'exception, pour créer plutôt un hall, un grand appartement, donc c'est plutôt bienvenu. Et on peut avoir respectivement une chambre, encore une chambre, et potentiellement aussi quelque chose qui se cache ici, qui peut être aussi une chambre. Vous avez le sous-sol, qui n'est pas le plus intéressant. En fait, le sous-sol est semi-enterré, donc bétonné, etc. On a quand même réussi à prolonger notre typologie jusque dans les caves. Les caves sont aussi traversantes dans les 2 sens, avec des simples clés en bois. C'est aussi pour faciliter la ventilation du sous-sol. Et les appartements, du point de vue de leur typologie, sont donc traversants avec des axes qui ne sont pas parfaits, mais qui permettent, c'est ça qu'on trouvait assez chouette, c'est de jouer la carte du traversant sur la longueur. Parce qu'on a toujours été habitué à travailler le traversant sur des profondeurs, on va dire, de 12, 15 à 20 mètres, mais souvent pour des questions de rationalité et d'optimiser le mètre linéaire de façade, on ne le travaille pas dans ce sens-là. Ça, c'était la chose qu'on a trouvée la plus chouette avec finalement la reprise de l'existence, c'est que ça nous permettait d'avoir un traversant sur 22 mètres, ce qui est assez... je peux dire c'est assez jouissif quand même au niveau spatial, c'est assez intéressant, c'est assez rare. Et le corollaire de ça, c'était d'avoir un bâtiment qui était très fin sur sa proue et qui nous permet d'avoir une autre vision du caractère traversant. On finit en fait sur la proue, grosso modo, à 6 mètres de large et on a après cette partie qui est bien plus profonde. Les étages types sont des étages assez similaires. Toutefois, ce qu'on trouve assez chouette, c'est que le côté sériel de notre transformation, qui est donné essentiellement par une question de coût, on s'est dit qu'il fallait multiplier les fenêtres, il fallait multiplier les portes, il fallait multiplier des éléments simples.
Ce qui est assez drôle, c'est que cette sérialité, elle est contrebalancée avec ce que le bâtiment existant peut nous offrir, respectivement les terrasses de l'appartement du 2e étage, qui étaient finalement déjà là, la petite terrasse qu'on a pu créer pour cet appartement du 1er, en reprenant la charpente existante de l'avant-toit. Là, on a fait un truc que peu de gens nous conseillaient de faire, mais on n'avait pas vraiment le choix. L'ascenseur, à ce niveau-là, il sort dans une zone froide et pas une zone tempérée, mais c'était le prix à payer pour utiliser la verticalité des latrines. Et ensuite, vous avez donc cette typologie qui se déploie. Vous remarquez que les seules concessions qu'on a faites à des épaisseurs de meubles sont les cuisines. Les cuisines, on les a travaillées volontairement, justement pas de manière intégrée, mais on a voulu les traiter comme des meubles pour pas qu'elles nous rapetissent les espaces. Et après, tout ce qui est de l'ordre du WC, de la baignoire, de toutes ces choses-là, ça a été également traité comme des meubles. Pour nous, c'était finalement ce qui nous permettait de bénéficier du maximum d'espace que la typologie pouvait nous donner. S'ensuit un appartement tout en haut et le toit terrasse qu'on on s'est quand même dit à un certain moment comment on allait pouvoir donner un toit terrasse à un postulat typologique et formel tel qu'on l'avait. C'est pour ça qu'on a travaillé le détail de la balustrade tout en haut autrement, et pour des questions de règlement aussi. Là, vous voyez la coupe assez élancée sur la partie proue. Vous voyez également l'espace qu'on a récupéré avec l'ancien avant-toit, renforcé pour travailler sur retravailler cette entrée. Et après, vous voyez une certaine sérialité du bâtiment qui nous a été donnée aussi pour des contraintes budgétaires, où on a repris finalement la largeur des fenêtres, les vides de fenêtres, sur l'entièreté du bâtiment. Les redans nous aidaient pas mal pour ça, parce qu'ils avaient l'avantage de séquencer la façade. Vous avez une coupe constructive qui nous montre l'étendue pas l'étendue des dégâts, mais l'étendue des problèmes qu'on avait à gérer. Donc, respectivement, on reprend 2 étages sur une sorte de maçonnerie 1930 bâtarde, avec des planchers en bois, des choses un peu mal foutues. Vous avez, après, ce qu'on va dire la descente de charge traditionnelle, vous avez le joint ici qui a été traité avec la création d'un double mur. Donc, effectivement, vous voyez comment le bâtiment est construit. Donc, il est réalisé en bois, avec une toiture compacte, isolée, et un substrat végétal. Après, vous voyez d'autres endroits de la transformation qui sont aussi assez intéressantes. C'est la partie qui donne côté forêt. On avait remarqué que lorsqu'on rentrait ici par le perron de l'ancienne maison, c'était très agréable en fait de regarder la forêt avant de rentrer dans le bâtiment. On a donc rejoué cette partie-là. On voit ici un petit bout de reprise en sous-œuvre qu'on a dû aussi bricoler pour intégrer ce fameux ascenseur. Et on voit les lignes constructives qui nous sont données par l'existant, hormis celles qui sont tout en haut. Après, je vous fais un bref défilé de l'appartement. C'est des photos qui ont été vues et revues maintenant. On voit assez bien en fait ce que ces enfilades peuvent nous donner, respectivement. Toujours un blic, un regard sur la verdure qui est environnante. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on n'a cherché pas forcément à refaire des ouvertures qui étaient très grandes, parce que d'un côté,
on bénéficie de la forêt, de la végétation. De l'autre côté, sur la partie sud, on est en face d'une barre d'université qui fait 100 mètres de long. Donc pour nous, ces idées de fenêtres plutôt cadrées ou simplement presque des fenêtres qui nous permettent de prolonger les diagonales nous paraissaient assez intéressantes. Vous voyez aussi la partition que joue le parquet à chevrons dans cette histoire. Vous voyez les portes. Il y a beaucoup de portes et il y a beaucoup de fenêtres dans cet immeuble. Il y a 54 fenêtres, je crois, quasiment autant de portes. On a des portes que certains acquéreurs ont posées, certains pas. On a toujours, je crois, 2 portes en réserve dans ma cave pour si jamais il y a des volontés de changer. Et puis, on a ici les salles d'eau qu'on a traitées avec un revêtement en sol de magnésie. On a ensuite, finalement, cette notion qu'on remarque assez bien de domesticité qui est apportée par le meuble. On s'est assez vite rendu compte que les gens qui étaient intéressés par acquérir ces biens étaient aussi attentifs à leurs meubles et souvent avaient une histoire avec ceci. Et dans ce canevas finalement double enfilade, traversant dans les deux sens, qui pourrait être aussi un canevas un peu plus clinique, je crois on peut le dire, ça pourrait aussi presque donner un côté psychiatrique, si on veut, à cet appartement. On s'est rendu compte que les meubles, en fait, c'est ce qui permet justement de traiter ça comme un logement. Et on a remarqué une assez grande différence, en fait, avant que les appartements soient habités, lorsqu'ils sont vides et lorsqu'ils sont meublés. C'est une perception complètement différente de comment on peut s'approprier les espaces. Après, peut-être l'autre chose qui était super intéressante, c'était, je vais juste revenir sur ça, c'est l'asymétrie de cette distribution en enfilade. Parce qu'il a fallu vendre ce projet, il a fallu convaincre des gens de le financer, etc. Ça paraît assez facile au demeurant, ce n'est pas forcément le cas. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que certains pans de mur, on a fait tout un travail de comment on allait meubler pour essayer d'apprivoiser quelle était la distance, la longueur minimale des murs par pièce pour pouvoir poser un lit, pour pouvoir répondre à un cahier des charges assez simple, comment on peut habiter. Donc on a fait tout un travail justement pour avoir des pans de murs qui sont permissifs et puis qu'on puisse meubler avec grosso modo tous les types de meubles de famille dont on peut hériter. On a fait un peu un petit catalogue de tout type de meubles. On a rempli tout ça et ça nous a conforté sur le caractère domestique de cette typologie. Et surtout, ça nous a aussi dit qu'on pourrait potentiellement les vendre. Parce que ça, c'était aussi quand même un problème. Le dernier blic, c'est le toit terrasse. Le toit terrasse, on a trouvé ça assez chouette de le faire, quand bien même l'expression n'était peut-être pas forcément, faisait pas forcément un lien direct avec un toit terrasse, simplement parce que on densifiait, on avait une parcelle de 800 mètres carrés, on construisait beaucoup dessus, donc l'idée c'était de rendre aussi ce qu'on a pris au sol et de le mettre sur le toit. Cet espace, il est commun, il est pour toute la copropriété. C'est un espace qui est souvent utilisé, c'est un espace qui est chouette et qui contrebalance un petit espace au rez-de-chaussée qui est aussi commun. Lui est orienté au nord, face à la forêt, donc il est super agréable quand il commence à faire chaud, comme maintenant. Et là, ici, on a le toit terrasse qui est plutôt pour le soir et qui nous permet d'avoir une vision assez drôle sur les toits de Fribourg.
et sur la grande tour des Charmettes, qui est le commencement du boulevard. Après, une photo plutôt de détail sur ces espèces de camailleux de blancs, ces variations sur les blancs, qui nous ont confortés dans cette idée de comment on pouvait abstraire finalement ce type d'architecture où on allait remettre des corniches, on allait retravailler avec des éléments qui, nous, à notre époque, lorsqu'on était aux études, étaient interdits. On a été plutôt nourris de choses minimales et on trouvait assez chouette de pouvoir les reprendre. On ne comprend pas pourquoi on doit toujours tout cacher. Donc on les a réutilisés. On a placé simplement un badigeon blanc par-dessus. Quelques variations. Ça, je vous l'ai mis quand même parce qu'on apprend aussi, en tant qu'architecte, on projette, on laisse après son projet aux habitants. Et on a des variations qui sont intéressantes, auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On a l'appartement du 2e étage qui, temporairement, au vu des naissances relativement proches des enfants, s'est partitionné en fait avec une chambre parent, une chambre enfant, reliée par la grande salle de bain et une pièce de jeu qui est juste à l'arrière de la cuisine, avec en fait une traversabilité et une utilisation des espaces de jour qui se concentrent plutôt au droit des terrasses. Celle-là, on n'y avait pas forcément pensé, on la trouve assez chouette. Et au rez-de-chaussée, on a aussi un nouveau type finalement d'appartement ou de manière de vivre l'appartement qui s'est mis en place avec la création d'un studio qui peut être indépendant et directement relié par la distribution qui est ici. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que on ne savait jamais, en mettant en vente ces appartements, si tout le monde serait content avec toutes ces ouvertures et toutes ces portes. On est parti du principe, on a calculé la statique pour pouvoir faire les trous partout. Et on s'est dit que potentiellement, si quelqu'un voulait faire une bibliothèque ou quelque chose qui est temporaire, il n'avait qu'à le remplir. C'est aussi l'idée de cette souplesse d'utilisation. Après, bref, j'arrive gentiment au bout. Je suis prof de construction aussi et j'essaye d'apprendre à mes étudiants que la vérité constructive, il faut essayer de travailler avec parce que le raster, notamment de la construction en bois, la manière dont on remplit une structure, la manière de comment on traite le pignon par rapport à la succession d'axes structurels est super importante. J'arrive assez bien à me contredire moi-même ici pour des questions qui sont tout à fait différentes, pour des questions d'éviter des renforts structurels et des reprises en sous-œuvre très conséquentes. En fait, on a utilisé un système qui était déjà utilisé chez certains architectes nordiques, où il y a eu du torchis qui a été posé sur des structures bois. Et on a trouver un avantage à ça, parce que ce qu'on a appris, c'est que transformer, c'est surtout s'adapter. Donc vous avez ici la coupe constructive. Je ne sais pas si je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Sur le principe, on a des dalles à caisson, on a une structure en éléments ossaturés, on a des très petites portées dans le bâtiment, étant donné qu'on a des pièces qui oscillent entre 11 mètres carrés et une vingtaine de mètres carrés, dont la plus grande portée est grosso modo de 5 mètres. On arrive à travailler avec des caissons d'une très faible hauteur, ce qui était aussi assez chouette pour pouvoir se raccorder au bâti existant. Et on travaille ensuite avec une laine de bois qui reçoit le crépi, qui permet de gérer toutes les intolérances qui sont liées à la construction.
Et après, on a une simple, on a une isolation phonique, une chape anhydrite, etc. Et là, vous voyez la toiture compacte en bois. C'est quelque chose qu'on peut faire. Il faut calculer la diffusion de vapeur. Il faut faire attention de ne pas isoler dans la partie inférieure au pare-vapeur, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et on a aussi essayé, on essaye d'être honnête avec notre développement de projet. Si vous voyez l'analyse de contexte qu'on a fait dès le départ, où on pensait bâtiment massif avec un crépi, notre première coupe pour ce bâtiment était en briques monolithiques, isolantes, et on jouait une variation sur la hauteur pour renforcer la perspective. C'est quelque chose qu'on a fait aussi. On a joué sur une, entre guillemets, surépaisseur d'isolation de complétion sur le bas, en diminuant jusqu'en haut pour forcer cet effet de perspective qu'on cherchait. Donc, cette coupe en briques, on a dû l'abandonner assez rapidement parce que les renforts structurels qu'on devait faire pour le réaliser engendraient des coûts qui sont de l'ordre de 300 000 francs sur un budget de 2,4 millions. On ne vit pas dans des renforcements structurels, donc l'idée c'était aussi de dire voilà, il faut aller à l'économie des moyens, il faut travailler des éléments préfabriqués, il faut faire simple. Et c'était un système qui finalement se retrouve assez adéquat. La chose qui est assez drôle, c'est qu'on a un immeuble qui paraît massif. C'est une petite supercherie parce que c'est un immeuble qui est en construction légère. On n'en était plus à une près. Et puis pour terminer, 2-3 images du chantier avec la préparation du bâti existant, les planchers qu'on a découverts sur la bête, puisqu'on n'avait pas le droit de faire des sondages, des planchers qu'on a dû renforcer par un diaphragme en panneau bois de 6 cm pour pouvoir relever le plancher et supporter le reste. Vous avez des endroits un peu crasses où on a la rencontre entre l'existant et le nouveau. On voit assez bien le type d'adaptation qu'il faut faire. Vous avez ici la surélévation, qu'on voit assez bien, le bâtiment existant qui va recevoir cette construction saturée, le décrochement que ça va créer, tous les problèmes qui sont liés à ces étanchéités. Et vous voyez la proue du bâtiment, encore brute. Ensuite, 2-3 images, juste pour vous dire, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'on pouvait vivre dans ces typologies, est-ce que vraiment ça fonctionne ou est-ce que c'est un truc d'architecte. Sur le principe, on a eu quelques nouvelles traditions qui se sont mises en place. Donc on a des fêtes qui sont organisées sur le toit terrasse, ça fonctionne très bien. On a aussi une fête des Lumières qui est mise en place par un des copropriétaires où chaque année, il vient retravailler avec des feutres, avec des papiers transparents de couleur derrière les fenêtres. On a des petites traditions qui sont nées dans ce bâtiment. Donc on est assez content parce qu'on a dépassé simplement une idée d'architecte. On voit qu'on peut vivre. Et l'autre chose, des choses toutes simples, donc un mandat direct qu'on s'est auto-donné en autopromotion. Architecte, direction des travaux, c'est nous. Ingénieur civil, un vieil ingénieur extraordinaire qui est maintenant retraité, qu'on regrette beaucoup. Un ingénieur bois et des coûts. Peut-être ça ne vous intéresse pas encore énormément à vos stades d'études, mais on a un budget de 2 400 000 honoraires compris pour la construction, ce qui, reporté à 4 appartements de 175 à 165 mètres carrés, est extrêmement bas pour la Suisse. C'était ce qu'on pouvait se permettre. Lors du premier projet, on avait beaucoup plus de marge et de réserve. Là, ici, on y est quand même arrivé. Dernière petite anecdote, difficulté de financer une typologie atypique.
Lorsqu'on est allé les 2 derniers mois chercher le financement de cette typologie, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être confronté à des banques. Les banquiers ne trouvaient pas le moyen de rentrer cette typologie dans leur logiciel pour savoir à combien, comment ils pouvaient l'estimer. Ils nous ont dit, vous êtes complètement fous, on ne comprend pas le plan, on ne sait pas ce que vous voulez faire, c'est impossible de mettre ça sur le marché. On a eu très peur. On a dû faire un petit schéma assez idiot où on a divisé la double grappe en enfilade en 2 appartements plus petits en disant qu'on pourrait toujours le faire si jamais. C'est passé, tant mieux. Mais effectivement, personne ne voulait financer ça. Et puis, l'autre chose, effectivement, on a construit sous la période Covid, on a vécu le blackout en plein chantier. Donc, l'image tout en haut du plan de travail qui devait être en marbre chez nous vient de la très grande distribution parce que c'était la seule chose qui était encore livrée pendant le blackout. Parce que sinon, on n'avait pas de cuisine, on n'avait pas de WC, on n'avait rien. Donc, on a dû faire un peu avec cette transformation tout au long du chemin. Voilà, notre bureau tout simple, 2014, 3 associés, 6 collaborateurs TRIS, 2 sites Fribourg et Neuchâtel, des mandats de tout type actuellement qui vont de 300 000 francs à 50 millions, pardon. Et puis la dernière chose pour l'épilogue, apprendre d'un catalogue de transformation. En fait, en préparant cette conférence, on s'est rendu compte qu'on a pratiquement que transformé depuis le début de notre travail. On a eu des petits mandats avec une surélévation simple que vous avez sur la partie médiane. On a eu des transformations très peu chères de l'ordre de 300 000 francs, c'est ce que vous avez sur la gauche, où on a fait 2 fenêtres pour renverser la lecture d'un espace, on a créé une façon de traversant. Avec des choses toutes simples. On a un ancien grenier protégé au patrimoine dans la vallée de Conches, où on a eu une petite intervention sur la façade, on a rajouté des pavillons. Toute l'intervention est à l'intérieur parce qu'on est venu habiter justement ce grenier. On a aussi un très beau projet, notre 2e concours qu'on a gagné, qui est le château de la Tour de Paix, pas loin, où la transformation, le postulat de notre transformation, c'était d'aller chercher ce qui se trouvait dans les sous-bassements du donjon. On a gagné le prix parce qu'on allait chercher, le premier prix on l'a remporté parce qu'on allait chercher dans ce donjon et on permettrait de le réutiliser. On a des transformations des fois toutes simples où on peut presque rien faire, alors on fait des fois juste une petite fenêtre intérieure. On a une autre surélévation qu'on vient de finir à Neuchâtel, où mon associé vit, qui est aussi une autopromotion. Et puis, on a aussi une école qu'on est en train de terminer, c'est ce que vous avez sur la gauche, où on a utilisé une sorte de symétrie miroir dans les 2 sens pour prolonger l'existant, la rehausser d'un étage, la prolonger sur l'arrière. On a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent avec des symétries dans la transformation. Le premier concours gagné que vous avez au milieu, la maquette en plâtre, ça c'était une extension d'un EMS. On est venu plugger 2 racks de chambre sur le corps de bâtiment des années 80 qu'on ne trouvait pas extraordinaire. L'image que vous avez au milieu, c'est quelque chose dont le chantier va commencer incessamment. C'est le rehaussement d'une maison des années 60. Vous voyez encore le bossage sur les pierres, le bossage de pierre sur la partie réinférieure et supérieure. On utilise l'ancienne place qui est actuellement libre, qui est la place de stationnement pour venir parquer sous le bâtiment. Et on prolonge avec là une typologie qui n'a rien à voir avec l'existant. On fait vraiment une sorte on travestit un peu la typologie de départ. On reprend un peu les codes du quartier pour replaquer les pignons, les choses. On redistribue ce qu'on a vu dans le contexte.
Une transformation super pas chère, où on a travaillé avec une fenêtre PVC, on n'a pas forcément honte, des fois il faut le faire, des fois ça peut être assez chouette aussi de travailler lorsque les budgets de transformation sont bas, les surprises de la transformation persistent, donc des fois il faut savoir utiliser des matériaux qui sont moins nobles. Le résultat, on aime bien cette photo. Et puis la dernière chose sur laquelle on s'est attaqué, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on avait un a priori sur un peu toutes les constructions des années 80, 90, qui sont des constructions qui des fois n'ont pas énormément de qualité. On trouve que c'est super intéressant finalement de s'attaquer à tout ce patrimoine bâti-là, parce qu'il faudra de facto le réisoler. On peut le compléter, l'améliorer. Et le dernier petit projet qu'on a, ça c'est une maison, quand je suis allé visiter avec la propriétaire, je ne savais pas si il fallait prendre ce mandat ou pas. C'est vraiment une maison qui n'avait rien, avec un crépi saumon, des choses, voilà. Le courage de la propriétaire a fait qu'on va pouvoir replaquer, réutiliser les avantoirs pour travailler une sorte de treillis à vache, parce qu'on n'a pas d'argent sur cette transformation, vraiment pas. Donc en fait, on va travailler avec des éléments de grande distribution, les grands magasins que vous connaissez, type Bars, etc. On travaille qu'avec des éléments qui sont comme ça, et on essaie de catalyser finalement cette petite substance avec une énorme lucarne qu'on fait pousser pour changer la plastique du bâtiment et pour donner de la lumière dans l'appartement qui sera en dessus. Et on travaille avec ce filtre qui coûte 1 franc 6 sous sur tout le bâtiment pour pouvoir permettre de ranger les choses du jardin, réhabiller de manière assez simple le bâti. Donc je terminerai là-dessus. Ce qu'on a remarqué en fait en transformant des choses depuis une dizaine d'années, c'est que déjà, on a rompu avec l'idée que seule la transformation patrimoniale est super importante. Le château de la Tour de Paix, c'est une note 1 au patrimoine, c'est extraordinaire. On peut se confronter à la substance historique, c'est génial. Mais on a aussi remarqué que d'autres bâtiments qui sont d'années moins nobles peuvent eux aussi être un prétexte, un prémisse à faire un peu d'architecture. Et on est en train de continuer notre petit catalogue de transformation, surélévation, exhaussement, agrandissement, etc. Moi, je vous encourage en tant qu'étudiant à... Je pense que la transformation, maintenant, dans votre époque, elle est devenue normale, enseignée. Il y a un changement de paradigme qui est assez clair. On ne peut plus tout détruire, on ne peut plus, etc. Mais je vous encourage à toujours prendre ça de manière architecturale et pas forcément peut-être avec juste une idée de matériaux vernaculaires qu'on viendrait à réutiliser parce que c'est super, on les a redécouverts, mais plutôt se dire tout ça finalement c'est de l'architecture et le label, l'isolation en ouate de mouton, enfin toutes ces choses-là, pour moi c'est quelque chose qui vient après. Sachant que le nerf de la guerre dans une transformation, ça reste l'argent. Vous y serez une fois confronté. Et puis, on en a terminé. On vous remercie d'avoir écouté ce qu'un petit bureau fribourgeois peut partager. C'est une réalité assez crasse de l'espace Mittelland. Nous, ce qu'on a remarqué avec nos associés, c'est qu'en fait, si on va sur le chemin de l'autopromotion, c'est-à-dire essayer de trouver des parcelles qui sont délaissées, qui sont difficiles à construire, c'est toutes des parcelles où les gens qui veulent juste faire de l'argent avec la construction ne viendront pas vous concurrencer. Et là, il y a tout un segment qu'on trouve super important pour relire le bâti, en faire quelque chose d'autre. Et c'est peut-être aussi un mot qu'on n'arrive des fois pas à mettre avec la pratique de l'architecture, parce qu'on pense à promotion immobilière, grande échelle, etc. Mais le fait que vous soyez acteur dès le départ en tant qu'architecte, ça vous permet aussi d'aller un peu ailleurs, en tout cas, sur toute la région Mittelland, où il n'y a encore pas vraiment énormément de concours de logement.
on a remarqué que ça permettait aussi de développer des typologies qui sont tout à fait spécifiques et qu'on trouve intéressantes. Voilà, j'en ai fini. Merci. Je suis très impressionnée par la modestie ou la simplicité apparente du projet et toute sa sophistication. Toute la part plastique dont tu parles, de la dimension spatiale, la dimension habitable par le mobilier. Enfin, il y a toute une profondeur en fait au plan qui, a priori, est abstrait, mais qui en réalité est très incarné, très charnel. Mmh. J'ai une question parce que quand tu montres la coupe avec les détails de modénature de façade, ouais. Tu expliques que c'est une manière aussi d'accentuer cette perspective sur les façades. Et moi, je m'étais fait cette réflexion quand tu parlais d'enfilade, puisque du nord au sud, en fait, si je me projette dans l'espace, depuis l'entrée dans le logement, donc il y a ce logement qui est traversant, mais sur 22 mètres, quoi, qui est génial, parce qu'il y a un sentiment d'espace, de spatialité très, très profond comme ça. Et en même temps, les pièces sont de plus en plus petites. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a une forme d'accentuation de la perspective. On a l'impression que, comme c'est encore plus petit que ça l'est au loin, c'est encore plus long oui. Visuellement. C'est-à-dire que on voit plus que 22 mètres. Ben, ça, c'est un peu vrai. C'était aussi un peu... C'était cette image de travail qu'on avait dans notre planche synoptique, c'était cette idée d'appareil à soufflet. C'est vrai que c'est une manière de renforcer la perspective. Après, il faut être aussi honnête quand on met en place un projet de cette manière. C'est des choses qu'on a découvertes aussi des fois un peu par après, parce que c'est vrai que le parcellaire nous donnait ça. Et ce qu'on avait remarqué, c'est lorsqu'on a fait une première maquette de la première typo, le projet qui ne s'est pas fait, on avait remarqué que l'enfilade sur la façade, avec la façon trapézoïde, finalement, donnait déjà quelque chose Ce qui était assez marrant, c'est qu'une enfilade, ça se vit avec un mouvement, ça c'est assez clair, mais... En général, la manière dont elle est ordonnancée avec des pièces qui sont assez symétriques ou on va dire un carcan qui est stable, sur ce projet-là, le fait que les choses soient balancées, ça change encore la lecture de ces enfilades. Et c'est aussi un peu... C'est un des trucs qu'on s'est dit, on a une fois modélisé la maquette de manière vraiment succincte pour contrôler un peu ses perspectives. On s'est rendu compte que c'était super intéressant, enfin qu'il fallait le faire pour l'avoir une fois dans le catalogue. Merci pour la conférence. Je trouvais ça très enthousiasmant en fait de combiner d'une certaine façon une des représentations jusqu'à ce qu'il y ait un certain temps mineur de l'architecture qui était la transformation et le combiner avec une des représentations les plus hautes de l'architecture du logement qui est l'enfilade. Oui. Et juste deux questions assez concrètes. Généralement, dans des bureaux d'architecture, comme j'ai pu le vivre dans des concours, on dit qu'à partir du moment où on fait un angle, ça va augmenter le coût du bâtiment. Généralement, c'est ce que le client remarque assez aisément. Donc là, je me posais cette question. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'angles dans votre projet, ouais. Ça a été une question sur le budget, et une autre question qui est celle des toilettes. Donc vous avez cette salle de bain qui est gigantesque, et donc est-ce que vous isolez un moment les toilettes ou pas du tout? En fait, vous devez fermer 3 portes. Peut-être pour la première question. La première question, c'est un peu ce que j'ai évoqué, c'est que en tant qu'architecte, maître d'ouvrage, promoteur, si on veut, l'avantage qu'on a et qui me paraît assez génial à exploiter, c'est que la notion de coût de construction par rapport à des us et coutumes de ce qu'on entend, déjà on arrive à la maîtriser et puis à la compenser peut-être par d'autres éléments. Ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement fait. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tous ces redans, tous ces éléments qui sont préfabriqués, c'est quelque chose qui, au niveau constructif, est très simple
extrêmement basique et ça ne se compte pas au détail d'angle et de raccord, ça se compte au mètre carré pour information sur le budget. Ici, pour la construction bois, on a un forfait avec le charpentier à 500 000 francs. Un charpentier qui était aussi courageux pour y aller. Ça tombait aussi dans une période qui était assez chouette, les coûts maintenant se sont relevés. Mais c'était aussi, si vous voulez, la maîtrise du projet disait, nous, on ne veut pas faire d'économie sur cette partie-là, alors on va essayer de contrebalancer d'autres choses. On l'a fait par la sérialité. On aurait pu aussi se dire, on aurait pu faire des immenses mosaïques de carrelage, on aurait pu agrémenter finalement ce langage de maison de maître de manière beaucoup plus riche. Et puis une autre partie était assez claire, c'est que on travaille en tant que bureau sur les basics, si on veut, qu'on considère de l'architecture, la volumétrie, la typologie, la spatialité, la mise en lumière. Et puis, on reprend ça et là d'autres éléments pour agrémenter, mais on n'a jamais eu à Fribourg des budgets pour pouvoir aller beaucoup plus loin pour le tout. Donc, on doit toujours essayer de rationaliser certaines choses. Le truc qui m'avait fait assez plaisir lorsqu'on avait eu des visites pour, je ne sais plus quoi, Arc Award ou je ne sais pas quoi, le jury avait fait toute la journée à Zurich, à visiter des bâtiments qui sont super importants, super intéressants, et avec comment un après, des carrelages, des pièces d'eau, de toutes ces choses-là, qu'on aurait bien voulu pouvoir faire. Mais disons que nous, ce qu'on a choisi, en fait, c'est de donner une typo, une volumétrie, une spatialité, un parquet qui se déroule, enfin qui se déploie, et le reste, c'est du meuble. Et c'est finalement, on trouvait quelque chose qui est assez chouette, parce que les acquéreurs ont toujours finalement une histoire avec eux, ont toujours des meubles, des choses, et ça suffit aussi pour donner de la vie. Donc ça, c'est, voilà, la sérialité, ça vous aide. D'autant plus que dans la transformation, vous avez les surprises. On a découvert quand même que la plus grosse ligne de charge de la maison existante, c'était un rail de chemin de fer, lorsqu'on a désossé la chose, sur lequel ils avaient béquillé des poutres. Alors on a repris en travaillant avec des éléments préfabriqués, que là on a dû construire, enfin pas préfabriqués, mais l'a construit sur place, pour essayer de l'intégrer dans une sorte de poutre firandelle. Et en fait on a dû retravailler aussi avec ça. Donc c'est pour ça, dans la transformation, dans notre panoplie, ce qu'on a appris à faire finalement, c'est à se dire quels cahiers des charges, quelle est l'architecture qu'on peut faire avec, et puis souvent où c'est qu'on doit s'arrêter. Et ça, c'est le pire truc que vous pouvez faire, je pense. C'est vous avez un petit budget, vous avez une maison à transformer, vous faites finalement peut-être qu'une cuisine qui est beaucoup trop chère par rapport à la simplicité d'un bâti. Il faut essayer de distribuer l'argent là où il faut. Et ça, c'est toujours une lecture très importante de la substance existante. Puis pour la deuxième question, super simple, ma réponse, elle va être aussi super simple. En général, les gens qui sont invités pratiquent le WC visiteur. Et lorsque ce n'est pas le cas et qu'ils viennent dans la grande salle de bain, il faut juste leur apprendre à fermer 3 verrous. On trouve que c'est assez cocasse. On trouve que ça fait partie un peu de ce bâtiment qu'on a essayé de faire, où on a essayé aussi de chercher une certaine poésie et aussi peut-être le beau, ce qu'on ne cherche pas forcément tout le temps à faire en architecture. Mais il y a des petites choses comme ça qui sont un peu cocasses et on vit très bien avec. Et merci beaucoup, c'était très joli. Je ne sais pas bien comment formuler ma question. Vous avez commencé en disant que ça c'est la dernière fois que j'ai fait ça. Et à la fin, vous avez dit qu'il a une espèce de marché et d'opportunité
Vous avez dit que dans la transformation, le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc il faut bien la dosifier, mais que les banques ne trouvent pas nécessairement la formule pour prêter. Donc, est-ce que dans ce potentiel que vous avez élucidé à la fin... Peut-être la chose, je me suis peut-être mal exprimé, vous avez compris qu'on s'est lancé dans cette opération de manière assez cavalière, sans recul aucun, sans prémisse. Mais ce que j'ai plutôt tendance à dire, c'est qu'on a beaucoup appris de ce projet et qu'on se réjouit de pouvoir le refaire, que ça vaut la peine pour les architectes, que c'est un air de la guerre. Je pense qu'il ne faut pas toujours se plaindre des logements ou des choses qui sont avec finalement peu de qualité et te dire ouais mais ça c'est de la promotion, c'est des gens de l'immobilier, on ne peut rien faire. Je pense qu'on a tout un segment où on peut faire autrement et qu'il faut le saisir. Et oui, effectivement, ça demande peut-être juste simplement beaucoup de travail, mais dans notre métier, le travail, c'est du plaisir, à peu près. Hein ? Merci beaucoup. Merci.